Bonsoir, Sidi. Enfin, أهلا وسهلا كما أهلا صباح. وسهلا سي عبد الحق. صباح سيدي. لاباس عليكم؟ صباح très bien, الله يبارك فيك. Ça Et va? vous, ça va? Et votre semaine? Très Je bien. pense que c'était une semaine chargée. Exactement, une semaine chargée avec des déplacements, alhamdoulilah, tout va bien. Ouais, Barakallahu fik. je pense Allah que يحفظك فيك. toujours dans le HSE, QHSE, QHSE. QHSE. Ouais, Sidi, nous sommes très honorés de vous مرحبا avoir سيدي. aujourd'hui et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci, avec grand plaisir. C'est Abdelhak Zadi, vous êtes aujourd'hui un calibre de مرحبا l'HSE فيك. et du QHSE au Maroc. Donc ما يمكنش ندخلوا لشي جروب ديال لا كاليتي وما نشوفوش لي فورماسيون ديال السي عبد الحق زادي ولا le témoignage ديال الناس. Dernièrement, j'ai rencontré une vidéo d'un Mauritanien donc أي exact. qui avait envoyé un témoignage positif Exactement. par rapport Il s'est à la déplacé formation il s'est déplacé de la HSE. Mauritanie. Il s'est déplacé de la Mauritanie pour suivre la formation des animateurs HSE, alhamdoulilah. Et ça fait Masha'Allah, plaisir. Masha'Allah, Et c'est pas tout. Il y avait un autre de la Libye. Et il y avait beaucoup de jeunes de l'Aïon, d'Akhla, qui sont venus aussi faire des formations. donc toujours dans l'HSE. Toujours dans la HSE, exact. Ok. سي عبد الحق قبل ما نبداو نهضروا على لا HSE et les formations etc. Moi سي عبد aussi. الحق بغينا نعرفوا لو باركور ديالك وحتى الناس اللي معنا. Et donc, parlez-nous de votre parcours, c'est Abdelhak, d'arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Alhamdoulilah, très bien. Alors, déjà, je vous remercie infiniment pour l'invitation. Et ça fait un grand plaisir, Inch'Allah, de partager le moment ensemble avec vous et avec les Manaf Live, c'est-à-dire les suivants Diana. Et j'aimerais bien que l'interview soit très bénéfique pour les jeunes. Alors, mon parcours professionnel, déjà, j'ai commencé à travailler au CP et j'ai passé par plusieurs niveaux hiérarchiques et opérationnels. qui par les connaissances, alhamdoulilah. Donc, j'ai commencé en 1984. J'ai commencé la carrière d'élève en tant que chimiste. Donc, j'ai travaillé dans le laboratoire pour le contrôle qualité. La carrière d'élève d'être SFI, donc c'était l'OCP SFI. Et après, c'était le démarrage de Maroc Phosphore 3 et 4 jours Phosphore. Donc, j'ai rejoint l'équipe de Maroc Phosphore et j'avais le plaisir de commencer à ce moment-là de former les nouvelles recrues. Donc, la formation, Donc, la formation, c'était à l'OCP. c'était à l'OCP. Donc, j'ai commencé à former les gens à l'OCP, donc tout ce qui est technique d'analyse, tout ce qui est technique d'échantillonnage, tout ce qui est calcul, il a affairé. Et c'était, alhamdoulilah, après, j'ai fait une formation à l'OCP, donc c'est une formation privée, en tant que l'école de maîtrise minière, c'était connu pour Geneva, c'est l'école de l'OCP. Donc j'ai appris le génie de procédé. Après, la partie exploitation, la production des engrais. Après, j'ai travaillé sur le management de projet. Et après, j'ai travaillé sur le management qualité, sécurité, environnement. Et la fin de carrière d'Yali, je l'ai passé en tant que responsable de sûreté des installations portuaires. Donc, j'étais le responsable de sûreté du port de Phosphate en matière de sûreté. Et j'ai eu le plaisir d'assurer la certification du port conforme au code ISPS. Et j'ai une reconnaissance nationale en matière de sûreté des installations portuaires aussi. Donc, ça permet de diversifier le savoir, les compétences, alhamdoulilah, et le bagage, Kamel, après la retraite. Donc, il ne faut pas le perdre, le savoir, le partager, et c'est un plaisir de le faire. Donc, vous avez déjà commencé la formation avant d'intégrer JLC. Exactement. Et même en fin de carrière d'IALI, c'était en 2014-2015, j'ai bataillé pour avoir une salle à l'OCP dédiée à la formation. Donc, c'était avant de faire le centre de compétences. Donc, j'étais dans une direction qui s'appelle IMACID. Et on n'avait pas de salle de formation. Donc, on faisait les formations.
IMACID. Oui, IMACID. La IMACID, direction oui. IMACID. Donc, Indo, essayez d'expliquer l'abréviation Indo pour les gens qui... Phosphore. Oui, c'est Indo Maroc Phosphore. Donc, c'est une filiale joint venture qui a été faite en 1997 entre l'OCP et l'Inde. OK. Et après, donc, j'ai bataillé pour avoir une salle de formation et je remercie déjà le directeur qui était à l'époque qui m'a épaulé pour avoir effectivement une salle de formation, l'équiper et donner un lieu favorable à la formation pour le personnel OCP et aussi pour les sous-traitants. Et c'est un plaisir que je garde en mémoire. Donc, pour vous, la formation, c'est la D'accord. continuité de ce que vous étiez. Exactement. Je trouve mon plaisir de vivre dans le partage du savoir. Et je trouve OK. aussi le plaisir de vivre dans l'apprentissage. J'apprends toujours, je participe toujours à des formations en tant que participant, j'apprends toujours et je partage mon savoir aussi avec les participants, avec les jeunes. Alhamdoulilah, c'est une très bonne chose. Donc, Qui était sur la formation en master de management qualité au niveau de la faculté polydisciplinaire de Jadida. Donc, j'ai fait 2 semestres. excusez-nous, c'est Abdelhak, c'était un problème Il y a technique. donc, j'avais une expérience importante au niveau de la formation universitaire. Donc, j'ai fait une année comme un enseignant vacataire à la faculté polydisciplinaire de Jadida. J'ai enseigné le management de la C'est qualité. l'université Bjaïd Kali, je pense. L'université polydisciplinaire de Jadida. OK. Donc, vous étiez professeur vacataire. Vacataire, exactement, enseignant vacataire du master. Et ça fait plaisir, parce que bien sûr, ça fait plaisir. Donc, tout le plaisir est à nous, c'est Z. Donc, vous êtes une personne, donc, tous les gens, tous les qualiticiens vous connaissent aujourd'hui. Donc, vous Alhamdulillah. êtes le spécialiste des formations HSE. Exactement. Ça, c'est une spécialité. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué. Je n'ai pas uniquement lu, mais j'ai pratiqué. Déjà, J'ai l'OCP, pratiqué dans c'est les une école. Je chantiers. pense que Georges Fos Bokra, etc., c'est une école pour ça. Exact. L'OCP, c'est une grande école. Pourquoi? Parce qu'on a l'occasion de voir tout ce qu'on peut voir comme métier qui peut exister. La maintenance, les achats, la formation, les ressources humaines, l'exploitation, tout ça. Et aussi, j'avais la responsabilité du management qualité, sécurité, environnement. Et j'ai aussi un plaisir de partager avec vous parce que j'ai fait la première certification au niveau du site de Phosphate pour l'entité Indo-Maroc Phosphore en triple certificat, c'est-à-dire un système de management intégré. Et c'est le seul qui existe. Donc, Donc, c'était essayez une d'expliquer le certification système de qualité. management intégré pour les gens qui nous suivent, les gens qui nous suivent et qui n'ont pas une formation de qualité et d'hygiène. Donc, le système de management intégré, c'est quoi? Lorsqu'on cherche à mettre en place un système de management, ça veut dire un système qui permet d'atteindre des objectifs. Donc, il y avait des objectifs, principalement des objectifs qualité, qui sont déjà liés à la satisfaction client par la qualité et la conformité de notre produit. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a aussi le souci environnemental. Pourquoi? Parce que la production de l'OCP, elle est connue parce qu'il y a des effluents, il y a des déchets, il y a des nuisances. Donc, il faut tout ça avoir aussi des objectifs environnementaux. Et pour les atteindre, il faut un système de management durable et pérenne. Et aussi en matière de santé et sécurité. Travailler dans cette constance, un peu de la charge, travailler en milieu professionnel, à proximité des produits chimiques dangereux, à proximité des équipements sous pression, travail en hauteur, des installations électriques de la très haute tension. Tout ça, ça permet aussi de mettre en place, avoir l'idée et l'obligation et l'engagement d'atteindre ces objectifs. Et pour les faire, on ne peut pas les faire comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un système de management qui permet de gérer toutes les activités focalisées sur ces objectifs. Et alhamdoulilah, nous avons réussi, avec les collègues, de mettre en place un système de management, qualité, sécurité, environnement. Et c'était la intégrer, c'est les intégrer, c'est d'intégrer les trois en un seul. Au lieu d'avoir 3 politiques, qualité, sécurité, environnement, on fait une seule politique. Les objectifs, on fait des objectifs intégrés.
les procédures, on les intègre, les procédures opérationnelles, en intégrant la partie qualité, la partie sécurité, la partie environnement. Les postes de travail, les compétences, tout ça, on intègre le tout dans un seul système et on parle d'un seul système qui est à la fois orienté qualité, sécurité, environnement. Donc, c'est un système de management intégré. Alhamdulillah. Masha'Allah, c'est Abdelhak. C'est Abdelhak, donc c'est cette expérience qui vous a permis de créer le JLC. Est-ce que vous étiez le fondateur ou Oui. seulement un salarié à titre de directeur général? En réalité, Parlez-nous quand des débuts de JLC. GLC, c'est l'abréviation de The Phosphate Consulting. Pourquoi The Phosphate? Parce que j'ai passé 32 ans à The Phosphate et toute ma carrière et ma richesse en savoir et en compétences, c'est dû à ma présence à The Phosphate, parce que là, ce que j'ai appris, c'est la maison où j'ai grandi aussi. Alors, je n'ai pas voulu faire une rupture avec ce nom. La continuité. Je garde The Phosphate Consulting, The Phosphate, ils ajoutent le mot consulting qui est ma spécialité nouvelle. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que quand je me suis rapproché de l'âge de retraite, donc, la retraite, maintenant, il faut me focaliser. Excusez-moi, Oui. Excusez-moi, expliquez aux gens qui nous suivent. Donc, vous avez eu une retraite à 50 ans. Donc c'est ça. Exactement. L'OCP, elle a été gérée par un système de retraite qui fait partie du statut minier. Et le statut minier, il prend en considération la pénibilité des salariés. Et il fait un calcul en tenant compte des fonctionnaires qui travaillent dans le travail de bureau, les fonctionnaires qui travaillent dans les installations industrielles et les fonctionnaires qui travaillent dans la mine. Il y avait une certaine prise en considération. Et alors, mon cas, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle le code jour, c'est-à-dire le travail d'exploitation, et j'ai la sortie à 50 ans, mais à condition, il faut avoir terminé 27 ans de service. Alors, moi, j'ai terminé les 27 ans de service et j'ai eu l'âge 50 ans, donc ça me permet de sortir en retraite. Et j'avais la proposition de l'OCP de faire un contrat de 5 ans, travailler 5 ans. Mais j'ai décidé autrement. Pour deux raisons. La première raison, laisser la place aux autres jeunes qui ont fait des formations, qui ont fait beaucoup d'efforts pour avoir des diplômes et qui ne restent pas en chômage. Et la deuxième raison, c'est que j'aime faire la formation, donc je dois me libérer à quelque chose que j'aime faire. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert le cabinet, je suis le fondateur, et alhamdoulilah, j'ai réussi à faire fonctionner comme je le désirais, et alhamdoulilah, grâce à Dieu, tout va bien, alhamdoulilah. Donc, ces années, qu'est-ce que vous avez changé par le biais de JLC? Qu'est-ce que vous avez changé dans l'idée du HSE chez les dirigeants marocains? Effectivement, parce que ce qui m'a donné cette notoriété, en quelque sorte, c'est que je suis un auditeur. Donc, auditeur IRK, donc, je suis auditeur reconnu à l'échelle internationale. Je suis enregistré en tant qu'auditeur pour le système management, qualité, sécurité et environnement. Et le fait de discuter avec les entreprises, il faut les convaincre. Et bien sûr, il faut convaincre le patron, soit le directeur général, soit le chef d'entreprise. Comment le convaincre? On le convainc par le fait qu'est-ce qu'il va gagner à travers un petit investissement en matière de santé et sécurité au travail. Et parce que l'entrepreneur ou bien le directeur, le manager, il cherche toujours le profit. Donc, il ne peut investir que s'il y a un retour sur investissement. Ça, c'est tout à fait logique. C'est normal. Alors, nous, on fait la balance sur deux pas. Une partie, on parle de l'obligation légale et réglementaire, parce qu'il n'a pas le choix. Et parfois, il y a une méconnaissance des exigences légales et réglementaires par plusieurs chefs d'entreprise. Et dans le deuxième cas, on dit voilà ce que vous allez investir et ce que vous allez gagner en productivité, en bien-être, en climat social
et ça encourage les chefs d'entreprise à, bien sûr, accepter et s'engager dans une démarche HSE. Et ça fait plaisir aussi parce que, lorsqu'on leur explique, ils comprennent et ils s'engagent d'une façon qui est rapide. Pourquoi? Parce qu'ils ont les deux volets. C'est-à-dire une sensibilisation sur leur responsabilité légale et réglementaire. Et on donne des exemples généralement par les personnes qui n'ont pas investi dans la sécurité et qu'ils ont eu des incidents graves avec des décès. Et là, ça permet un petit peu de jouer sur le psychique des dirigeants et ils s'engagent, alhamdoulilah. Donc, il y a un témoignage de la part de M. Zawi Nortin. Donc, Oui. il a écrit: Si Zedi, vous êtes un qualiticien professionnel d'une grande expérience. Donc, ça, c'est un bon témoignage. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Parlant de JLC aujourd'hui, quand on parle, nous, qualificien de JLC, donc, on pense directement aux formations animateurs et superviseurs HSE. Pourquoi vous êtes connu via ce créneau et non pas par les audits ou les accompagnements? Oui, effectivement. Parce que dans les audits, je travaille avec un organisme certificateur. Ça, c'est d'une part. Et c'est l'organisme certificateur qui négocie les contrats avec les clients, bien sûr, et il m'envoie pour ses missions. Par contre, il y a l'audit de certification et il y a d'autres types d'audits que je réalise d'une façon directe. Il y a ce qu'on appelle les audits à blanc, qui sont des audits qui se passent avant l'audit de certification. Et ça, alhamdoulilah, je suis connu à l'échelle nationale que je suis spécialisé dans le cleaning, c'est-à-dire le cleaning, c'est-à-dire toute la préparation qui avance l'audit de certification. Et lorsque les auditeurs viennent, ils trouvent généralement, alhamdoulilah, pas d'écart. Et je fais aussi les audits internes. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas le temps ou bien les moyens pour faire des audits internes par leurs propres moyens. Donc, ils m'engagent pour faire l'audit de leur système de management et l'élaboration des rapports. Ça, d'une part. D'autre part, je fais aussi des formations pour les responsables qualité, sécurité, environnement. Donc, soit des personnes qui sont en recherche d'emploi, soit des personnes qui sont formées déjà ingénieurs ou bien master et ils n'ont pas la partie pratique. Et moi, je leur aide à bien mettre en œuvre toute la partie théorique, la compréhension des normes, la mise en œuvre des normes dans le milieu opérationnel. Et je leur facilite un petit peu la tâche, je les encadre pour mettre les systèmes en œuvre. J'ai une question par rapport au le positionnement de votre cabinet au niveau géographique. Donc, vous êtes implanté à El Jadida. Pourquoi ne pas choisir d'ouvrir vos locaux à Casablanca comme la majorité des confrères? Effectivement, j'avais cette idée-là de me positionner sur Casablanca, mais j'ai dit que ce que je fais maintenant, c'est un travail qui accompagne mon état de retraité. Donc, j'ai une famille, j'ai une stabilité, j'ai ma ville natale, j'ai mes amis, donc je me trouve bien chez moi. En plus, notre travail, il demande toujours des déplacements. Donc, que je sois à Casablanca, ou bien à El Jadida, ou bien à Rabat, ou bien à Kenitra, je vais me déplacer chez mes clients. Parce que j'ai des clients sur Agadir, des clients sur Tanger, Tétouan, des clients sur Mimel, Marrakech. Donc, il faut se déplacer. Et El Jadida, c'est une petite ville, calme, tranquille, adorable, magnifique, que j'aime beaucoup. Donc, je ne vais pas chercher ailleurs. Ça me plaît. Donc, dernière question. Pardon, dernière question. Oui. Parce que j'ai ici des questions qui ont été posées par des internautes. Donc, est-ce que JLC fait que la formation HSE pour les animateurs et les superviseurs? Donc, et d'autres. Le besoin. Pardon? Oui, on fait d'autres formations. Mais il y a deux types de formations. Il y a des formations qui sont destinées aux chercheurs d'emploi, c'est-à-dire les personnes qui cherchent des qualifications, et il y a des formations qui sont destinées aux entreprises.
Les formations destinées aux entreprises, je fais toute la panoplie des formations. Les formations managériales, c'est-à-dire les normes, et les formations pratiques. Les outils de management qualité, l'analyse environnementale, la conformité légale et réglementaire, toute la partie de travail au retour, habilitation des caristes, habilitation électrique, sécurité chimique, les zones APEX, les espaces confinés, tout ça, je le fais. Par contre, pour les chercheurs d'emploi, le besoin actuel du marché, il exige de former des personnes qui vont trouver l'emploi après. Je ne vais pas former des qualiticiens sur ce nom, parce que le marché pour les qualiticiens, c'est beaucoup, pas de demande par rapport aux animateurs HSE, par rapport aux superviseurs. Et ça, c'est une grande différence sur le marché national. Moi, j'ai fait le lien entre Georges Felsfar et les sites de Jadida, Youssoufia, etc. et leurs besoins en animateur HSE. C'est pour cela que vous êtes déjà à El Exactement. Jadida et votre spécialité, Exact. c'est les formations HSE. C'est ça. Oui, parce qu'il y avait une forte demande. OK. Et aussi, il y a une chose importante, c'est que quand je reçois des candidats qui cherchent des qualifications, je ne les accepte que si leur niveau de formation initiale, plus la formation qu'ils vont avoir, vont augmenter leurs chances à avoir un emploi. Sinon, je les conseille de ne pas faire la formation. Pourquoi? Parce qu'il va investir pour la formation et après, il ne va trouver pas d'emploi. Alors, je dis qu'il vaut mieux faire autre chose que faire la formation, pour être sincère et crédible. Parlons de votre profil auditeur tierce partie. Oui, Sizadi, vous êtes un des anciens auditeurs tierce partie au Maroc. oui, Donc, alhamdoulilah. comment évaluez-vous le niveau de l'auditeur marocain aujourd'hui? Bien, c'est difficile d'évaluer. Pourquoi c'est difficile d'évaluer? Parce que lorsque on fait des missions d'audit, parfois, on se trouve dans une équipe. Et lorsqu'on se trouve dans une équipe, je peux évaluer les membres de l'équipe. Mais je ne peux pas évaluer les autres parce que je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est pour être objectif. Par rapport aux membres des équipes, des auditeurs que j'ai codés, il y a des personnes qui ont plus de compétences, qui ont plus d'expérience en matière d'audit. Et il y a des auditeurs qui viennent d'intégrer la mission d'audit. Il y a bien sûr des rapprochements. Alors, moi, quand j'apprends avec quelqu'un qui est déjà expérimenté, qui a plus d'audits, plus de missions, plus de nombre de jours d'audit, alors j'apprends avec lui. Et quand je suis avec d'autres personnes, je les apprends. Et comme ça, il y a toujours un relais et un transfert de partage de connaissances. Et c'est la raison pour laquelle, dans une mission d'audit et dans l'équipe d'audit, il y a un FA, c'est le responsable d'audit. Et ce responsable d'audit, il est nommé par un certificateur grâce à son expérience et sa spécialité dans le domaine audité. Et ce sont des choses qui sont très importantes dans la mission. Jusqu'à présent, oui. Pardon, j'ai une question de M. Aliou Faye. C'est un Sénégalais. Donc, Oui. il vous pose une question. Comment faire pour convaincre notre direction en matière de santé, sécurité et environnement? Très bien. Pour encourager l'entreprise à mettre en place un système de management, il faut être factuel. Il faut présenter les deux variantes. La variante actuelle, qu'est-ce qu'il présente comme résultat par rapport à la santé et sécurité? C'est-à-dire les incidents, les accidents, les maladies professionnelles. Et d'autre partie, ce qui pourrait arriver si on continue à travailler comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des incidents graves, il va y avoir des ruptures, arrêt de production, il peut même y avoir la peine d'emprisonnement pour le dirigeant, si jamais la responsabilité est avérée par rapport à un incident grave. Et de l'autre côté, on va dire, voilà qu'est-ce qu'il faut investir, c'est-à-dire la formation, investir sur la remise en état des installations, les moyens de prévention, et bien sûr, tout le monde est gagnant dans une démarche HSE. C'est sûr. Je pense, M. Faye, que M. Abdelhak Zadi a tout expliqué par rapport à votre question.
Donc, je reviens à ma question sur les audits tierce partie. Euh, Oui. Monsieur Abdelhak, en quoi consiste le métier d'un expert en audit qualité et audit de certification? Bah, il y a une différence entre la mission lorsqu'on est auditeur et la mission lorsqu'on est consultant. Lorsqu'on est auditeur, donc on est engagé pour faire une évaluation objective ou des référentiels sur lesquels on se base. On fait l'évaluation par rapport aux pratiques, par rapport de l'entreprise et en fait ressortir les points forts, bien sûr, les écarts et on a notre rapport. Mais parfois, c'est pas souvent, parfois, on donne des conseils d'une façon comme des pistes d'amélioration. Mais lorsqu'on est appelé à faire la mission de conseiller, c'est-à-dire un consultant, alors là, c'est tout à fait le contraire. Alors là, on fait le diagnostic, on cherche des points d'amélioration, des gisements d'amélioration, et on propose des actions, des solutions pour mettre en place et mettre en œuvre ces actions. Donc, parlons de la pandémie, c'est Abdelhak, et Oui. la crise sanitaire du coronavirus. Donc, ce virus fait peser des fortes pressions sur les cabinets de conseil. Donc, comment vous vous organisez avec vos clients afin de réaliser vos missions et vos audits? Oui, il y avait deux périodes. La première période, il y avait le confinement total, donc il n'y avait aucune action sur le client. Tout est fermé, closed. Mais après, il y a une mise en œuvre, une mise en place de certaines mesures sanitaires pour continuer l'activité. Effectivement, il y a une réduction du nombre de participants. Donc, il y a des salles qui contenaient par exemple une vingtaine de personnes, 16 personnes. Maintenant, on travaille entre 8, 10, 7 personnes. Pour regarder l'espace entre les participants. Il y a aussi le cours de bavette. Bavette, elle est très, très difficile pour le formateur. Bien sûr. C'est très difficile. Je souffre Sans avec. bavette, on souffre. Je souffre avec, mais je dois respecter et donner l'exemple à mes participants du respect des règles d'hygiène et le cours de la bavette. Donc, quand j'ai fait des formations, donc ces formations sur une journée, alors je porte la bavette, sauf pendant les pauses. Quand je m'éloigne de mes participants, quand je sors de la salle, j'enlève la bavette, je respire normalement et après, je remets la bavette. Il y a aussi la crainte des participants et la crainte du formateur. Parfois, dans une entreprise, donc il y a des mesures d'hygiène, des mesures sanitaires qui sont là, et il y a le formateur qui va arriver d'ailleurs. Et peut-être qu'il va ramener avec lui le virus, pas uniquement la formation, pas le qu'on veut savoir. C'est la raison pour laquelle, parfois, on nous demandait d'avoir et de ramener un certificat de PCR, des analyses. Oui, parfois, le client, il exige pour rentrer, faire la formation, ou faire une mission d'audit, ou faire une mission d'accompagnement, alors il faut avoir le test PCR. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Ça passe très bien. C'est délicat. Et il faut le faire. Et il faut le faire, il faut donner l'exemple, il faut s'engager parce que c'est une démarche qui est mise en œuvre au niveau international. Donc, il faut l'intégrer pour avoir la continuité, Inch'Allah, et on va prendre la vie normale. Donc, Sizadi, quelles solutions peuvent proposer vous et les cabinets de conseil afin de surmonter cette crise? Donc, vous êtes un expert de l'hygiène et sécurité environnement. Donc, qu'est-ce que vous proposez à l'État, au ministère de la Santé, afin de surmonter cette crise? Bien, tout ce qu'on peut dire, c'est déjà, elle a été présentée par l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place plusieurs mesures. Alhamdoulilah, le ministère de la Santé marocain a aussi fait plusieurs actions. Je remercie aussi la CGM qui a déjà établi plusieurs guides pour les entreprises.
Présidé par Chakib Lalej, il fait beaucoup d'efforts pendant cette Donc, période de pandémie. les gens de la CGM, parce qu'ils ont fait un travail important. Et j'avais l'occasion d'analyser une petite brochure qui a été sortie au début de la pandémie. Il y avait une petite erreur sur une annotation de température. Et j'ai fait sur place l'observation de la remarque. Alhamdoulilah, elle a été prise en considération. Ça, c'est une valeur ajoutée de la part d'un consultant. Bien sûr, parce que j'ai vu qu'il y a une petite omission, donc c'est une petite erreur qui s'est glissée dans la formule, c'est-à-dire supérieur ou égal par rapport à inférieur ou égal. Alors j'ai demandé, j'ai fait le commentaire, alhamdoulilah, il a été pris en considération. Nous, actuellement, il y a un petit relâchement en matière de mesures sanitaires. Oui, effectivement, parce qu'on dit que le nombre de personnes atteintes, il est en réduction. Mais est-ce qu'effectivement, c'est la réalité par rapport à ce qu'on faisait avant, par rapport aux tests, le nombre de tests pour définir est-ce que c'est positif ou c'est négatif. Il y a aussi un phénomène qu'on appelle la familiarisation. On s'est familiarisé avec la situation. Et aussi, il y a comment dirais-je, on ne veut plus vivre, continuer dans ce mode de vie, parce que c'est un mode transitoire. Et le mode transitoire, on cherche toujours à le ramener au mode normal. Et ce mode normal, c'est le mode de la vie normale. L'adaptation. Toujours. L'adaptation, c'est difficile. On s'adapte, mais après, à un certain moment, on peut commencer à lâcher. Et on peut commencer à lâcher. Et ça, c'est partout dans le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le mode normal. Et l'être humain, il trouve toujours son aise à vivre dans le monde normal, c'est-à-dire le mode de sa société, indépendamment de quel point du monde, mais chacun a son mode de vie et il veut reprendre son mode de vie normal. Vous avez parlé de CGM. Je pense que vous avez participé à une commission d'un développement d'un projet ou sur la qualité, je pense. Non, avec la CGM, il y avait le bureau de la CGM à El Jadida et j'étais membre du bureau de Jadida et j'ai eu la présidence de la partie RSE à El Jadida. C'était pour une période bien déterminée et après il y avait des changements, donc je me suis retiré. Et je passe le salut à tous mes collègues de la CGM qui font un énorme travail, alhamdoulilah, pour la région de Jadida. Donc, parlons du monde associatif à Sizati. Je sais très bien que vous avez cofondé et présidé des associations, je pense, au niveau d'El Jadida. Alors, j'ai commencé le travail associatif déjà avec une initiative qui a été faite par l'OCP. Il y avait un projet INJES. C'est avant JLC. Avant JLC. INJES Maghreb. Oui, avant JLC. Donc, avec INJES Maghreb. Donc, j'ai participé à l'encadrement de plusieurs personnes dans le cadre de INJES. Et alhamdoulilah, c'est bien passé. J'ai participé aussi avec l'association Entrepreneurs. C'est Entrepreneurs du Maroc. Et j'ai été aussi un membre du bureau dans l'évaluation, la validation des candidats pour l'obtention soit des crédits, soit des subventions, des dons. Et aussi, j'étais parmi les membres qui ont assisté à la création de l'OMHSE à Casablanca. Donc, ils m'ont invité. Donc, c'est l'Observatoire marocain. L'Observatoire marocain et sécurité environnement. C'est OMHSE. Ça existe toujours. Il y avait des collègues qui m'ont appelé. J'ai intégré avec eux, j'ai participé avec eux dans les premières réunions. Mais malheureusement, la distance entre le siège à Casablanca de l'OMHSE, moi je suis sur Jadida et je me passe beaucoup chez les clients, donc il n'y avait pas une continuité. Mais la continuité par des emails, par des échanges, c'est vrai qu'il y en a. Il y avait aussi une petite initiative de faire un bureau à El Jadida. Nous l'avons initié
Mais malheureusement, avec la pandémie, il y a en mode pause. Inch'Allah, on compte le reprendre bientôt, Inch'Allah, pour le redynamiser et le mettre en œuvre, Inch'Allah. Donc, votre amour à votre ville, El Jadida, vous pousse à faire beaucoup de choses pour cette ville. Exactement. Pour cela, j'ai lancé des actions avec les écoles, et surtout les écoles primaires. Et j'ai fait sensibiliser les écoliers sur la sécurité à la maison, dans la rue et à l'école. Donc, j'ai fait plusieurs actions avec plusieurs écoles d'Al-Jadida pour sensibiliser en matière de santé sécurisée, par rapport aux médicaments à la maison, par rapport aux équipements électriques, par rapport aux escaliers, par rapport aux traversées de la route, par rapport aux jeux pendant les récréations. Tout ça, ce sont des choses qui entrent dans la sécurité et qui initient dans les écoliers la notion de sécurité dès leur bas âge. Alhamdulillah. Et c'était une merveilleuse expérience. Vous avez fait beaucoup de choses pour Jadida. Donc, les étudiants doivent être fiers de vous à Zadi. Alhamdulillah, exactement. Alhamdulillah. Beaucoup de collègues, beaucoup d'amis. Alhamdulillah. Barakallahu fik. C'est Abdelhak. De quoi Oui, vous êtes le plus fier dans votre carrière? Ah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La première des choses, c'est le privilège que j'avais pour faire les premières analyses d'acide phosphorique exporté du Maroc. Vous étiez le premier à faire des analyses. Les premières analyses d'acide phosphorique exporté. C'était le premier navire qui a chargé de phosphore. Donc, j'ai fait les analyses pour la partie contractuelle, c'est le commercial, la teneur en phosphore. On parle de la teneur en P2O5. Et aussi, j'ai eu le privilège de faire les premières analyses de la chaux, la première livraison de la chaux qui est utilisée pour le traitement du soufre. Ça y est, j'ai fait les premières analyses. Et, alhamdoulilah, aussi, j'ai participé à la certification de port de phosphate en matière de sûreté des installations portuaires. Ça, ce sont des choses qui m'ont vraiment marqué. Et ce qui marque encore, ce sont les jeunes que j'ai encadrés quand ils étaient comme stagiaires. Donc, vous savez très bien que l'OCP de phosphate, il recevait beaucoup de stagiaires. Des stagiaires de l'université, des études, des ingénieurs. Et même les ingénieurs qui sont nouvellement recrutés. Alors, la phase de les encadrer, de les ouvrir les mains, de leur partager avec eux les informations, les documents, le savoir, de les accueillir, de les aider à mieux s'installer et s'intégrer, ça, ce sont de très bonnes choses. Et ça fait plaisir, alhamdoulilah, quand je rencontre des jeunes, ils me rappellent les premiers jours de leur arrivée, de leur venue, pendant le stage ou bien pendant l'embauche, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et si vous voulez donner un conseil... Comment? Et aujourd'hui, si vous voulez donner un conseil aux jeunes qualiticiens, qu'allez-vous leur dire? La rigueur. La rigueur, la rigueur, la rigueur. Être rigoureux dans son travail, aimer ce qu'on fait. La première des choses. Si on aime ce qu'on fait, on cherche, on se perfectionne, on donne toute notre capacité. Mais si on n'aime pas, donc on vient faire un travail machinal, robotique, et c'est pas bon. La qualité, c'est pas quelque chose il faut quelque chose aimer. Il faut avoir la conscience professionnelle. Il faut développer cette conscience. Pourquoi? Parce que c'est grâce à votre travail que l'entreprise va grandir. Et comment ça, il va grandir? Il va grandir parce que ce que vous livrez à vos clients, il est à la hauteur de votre entreprise, de votre image de marque. Donc, vous n'aurez pas de réclamation. Vous aurez des clients qui seront fidèles et vous aurez des clients qui vont parler de vous. Et il y aura des effets positifs. Ils vont ramener d'autres clients et donc c'est une nouvelle part de marché et c'est une pérennité de l'entreprise. Si jamais il y a un moindre défaut, alors là, ça va y avoir des réclamations, des pertes de marché, un travail fastidieux et un client perdu, c'est très difficile de l'avoir. Bien sûr. C'est très difficile de perdre un client. Maintenant, les gens, ils font les mains et les pieds pour avoir des clients, pour diversifier, pour avoir de nouvelles parts de marché.
Et c'est grâce à quoi? C'est grâce à la qualité de leurs produits et de leurs services. C'est grâce à l'écoute, c'est grâce à l'assistance. Et si jamais il n'y a pas ça, donc l'entreprise ne peut pas assurer la pérennité. Et si la pérennité n'est pas assurée, l'avenir du salarié dans l'entreprise aussi n'est pas assuré. Donc, il ne peut s'engager rien du tout. Et c'est clair, malheureusement, vous aimez malheureusement, il y a certaines personnes qui croient que la qualité, ce sont des contrôles, des mesures, des papiers à installer. La paperasse, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est un travail qui permet de gagner à l'entreprise une valeur ajoutée.